Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un exercice très classique sur les endomorphismes avec la détermination du noyau, de l'image et de la matrice associée dans la base canonique. Donc ici, on nous donne une application U telle que pour tout x, y, z appartenant à R3, U de x, y, z est égal à x plus y, 2x moins z et 3x plus 2y. On nous demande d'abord de montrer que U est un endomorphisme, puis, de manière classique, de déterminer le noyau, l'image et la matrice de U dans la base canonique. Alors, déjà, on va montrer que c'est un endomorphisme. Qu'est-ce que ça veut dire que U est un endomorphisme? Un endomorphisme, c'est une application linéaire d'un espace dans lui-même. Donc, c'est-à-dire qu'il faut montrer que U est linéaire et que l'espace de départ et d'arrivée est le même. Or, l'espace de départ, c'est R3, parce qu'on dit que c'est U de x, y, z. Donc, c'est-à-dire qu'il faut montrer que l'U est linéaire et de R3 dans R3. C'est-à-dire qu'il faut montrer que l'image est bien dans le même espace que l'ensemble d'arrivée. Ça, ici, ça va être très simple. Donc, c'est plutôt le fait que ce soit linéaire qui va être un petit peu plus long à montrer. Alors, l'idée est la suivante, faire très attention ici, que quand on a des espaces de R3, ou de R2, R4, etc., il faut écrire, moi je préfère écrire les vecteurs non pas dans ce sens-là, mais plutôt dans le sens vertical. C'est-à-dire, on va dire que c'est U de grand X, avec grand X qui est le vecteur X, Y, Z, qui est égal à X plus Y, 2X moins Z et 3X plus 2Y. Bon. Avec grand X, du coup, qui est le vecteur X, Y et Z. L'idée va être la suivante, c'est que ce vecteur, je peux l'appeler par exemple Y. Bon, l'idée est la suivante, qu'est-ce que ça veut dire qu'une application est linéaire? Ça veut dire que pour tout lambda mu appartenant à R2, et pour tout vecteur X et X', on peut dire, appartenant à l'ensemble de départ, c'est-à-dire à R3, j'ai l'égalité suivante, j'ai U de lambda X plus mu X' qui est égal à lambda U de X plus mu U de X'. Et donc c'est cette égalité que je vais montrer avec X et X' qui ne sont pas les petites X, Y, Z, mais grand X c'est X, Y, Z, et grand X', on va dire que c'est X', Y' et Z'. Rien n'empêche bien sûr de prendre x1 et x2, avec ici x1, y1, z1, et ici x2, y2, z2. C'est tout à fait possible. Là ici j'ai pris des primes, mais il n'y a pas de notation officielle, on peut prendre celle que l'on veut. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va noter, on va dire soit lambda mu appartenant à R, 2 du coup, donc 2 réels, et x, x' appartenant à R3 au carré, les deux appartiennent à R3. Donc on va calculer U de lambda x plus mu x', et à la fin je devrais trouver que c'est égal à lambda u de x plus mu u de x', comme je l'ai dit précédemment. Donc pour ça, on va d'abord calculer ce lambda x plus mu x'. Lambda x plus mu x', je sais que x c'est x, y, z, donc lambda x c'est le vecteur tout simplement lambda x, lambda y et lambda z. Et le vecteur mu x', bah, c'est mu fois chacun, c'est-à-dire mu x', mu y' et mu z'. Et donc si je regroupe les deux vecteurs, parce que j'additionne les deux vecteurs, ça fait lambda x plus mu x', lambda y plus mu y', et ici lambda z plus mu z'. Donc ça c'est la première étape. Maintenant la deuxième étape va être de remplacer ça avec, ici, comme on l'a vu, plutôt en colonne et non pas en ligne. Donc on a vu que sur la première ligne, c'était x plus y, sauf qu'attention, le x, c'est tout ce qu'il y a là, et le y, c'est tout ce qu'il y a ici. Donc comme il y a marqué ici x plus y, ben je dois faire ça plus ça. C'est-à-dire lambda x plus mu x' plus y, et y c'est tout ça, c'est-à-dire lambda y plus mu y'. Lambda y plus mu y'.
Ici, même principe, 2x moins z, je fais 2 fois ça, moins ça. Il faut bien penser que quand on dit u de x, y, z, le x c'est tout ça, le y c'est tout ça, et le z c'est tout ça. D'où l'intérêt éventuellement, pour ne pas confondre, de mettre ici x1, y1, z1, et ici x2, y2, z2. Comme ça, on ne confond pas le x, y, z d'ici avec le x, y, z d'ici. Mais bon, ça après, c'est chacun qui fait comme il veut. 2x moins z, donc ça fait 2 fois ça moins ça. Donc 2 fois ça, ça fait 2 lambda x plus 2 lambda mu x'. Ensuite, j'ai moins z, donc ça fait moins lambda z moins mu z'. Et la dernière, même principe, 3x plus 2y, donc c'est 3 fois ça plus 2 fois ça. Donc 3x, ça me fait 3 lambda x plus 3 mu x'. Et 2y, ça fait 2 lambda y, ici, plus 2 mu y'. Voilà. Donc là, c'est pas forcément très intéressant ici. Ce qui va être intéressant, c'est surtout l'étape d'après, où on va séparer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement séparer mon vecteur en deux. D'une partie, j'aurai tout ce qui est en lambda, de l'autre partie, j'aurai tout ce qui est en mu. Donc ici, si je sépare en deux, je vais d'abord mettre tout ce qui est lambda. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai lambda x plus mu, plus lambda, pardon. Je reprends le lambda, plus lambda y. Ici, j'ai 2 lambda x moins lambda z. Et ici, j'ai 3 lambda x plus 2 lambda y. Et de la même manière, donc plus ce qui reste, c'est-à-dire mu x' plus mu y'. Et là, si j'additionne ça, j'ai bien lambda x' plus lambda y, plus mu x' plus mu y'. Et du coup, je retrouve bien tout ce que j'avais ici. Qu'est-ce que j'ai ici en mu? J'ai 2 mu x' moins mu z'. Et ici, j'ai 3 mu x' plus 2 mu y'. Donc on le voit, c'est assez long. Alors là, en plus, j'écris tout petit parce que forcément, il n'y a pas beaucoup de place. Mais ici, comme il n'y a pas énormément de termes, c'est relativement, on va dire, confortable. Si on a beaucoup plus de termes, c'est plus long. Mais bien sûr, la méthode est exactement la même. Et là, l'idée va être de factoriser par lambda et par mu. Parce qu'on voit qu'ici, je peux très bien factoriser par lambda dans chacun des termes, ce qui me donnera lambda facteur de x plus y. Si je factorise par lambda, ici, ça me donne 2x moins z. Et ici, si je factorise par lambda, j'ai 3x plus 2y. Ici, avec un x. De la même manière, ici, je factorise par mu. On voit que c'est exactement pareil, mais je remplace le lambda par mu et tous les x, y, z par x', y', z'. Donc j'aurai x' plus y', ici. Là, j'aurai 2x' moins z', et ici, 3x' plus 2y'. Et là, qu'est-ce que je remarque? Que x plus y, 2x moins z, 3x plus 2z, c'est exactement ça, c'est-à-dire u de x, y, z, et x, y, z, c'était grand X. Et ici, j'ai pareil avec des primes, donc ça fera u de x'. Donc finalement, si je mets ici le résultat, j'ai mon premier vecteur, comme on l'a dit, c'est u de x, donc ça me fait lambda fois u de grand X. Et mon deuxième vecteur, c'est u de x', parce que c'est pareil mais avec des primes. Et là, je viens de montrer que u de lambda x plus mu x' était égal à lambda u de x plus mu u de x', qui est exactement l'égalité que j'avais montrée tout à l'heure, qui correspondait à la linéarité de u. Donc là, une fois que j'ai montré cette égalité, j'en déduis que u est linéaire. Donc on voit c'est un petit peu long, c'est pas forcément très compliqué comme calcul, c'est juste que c'est assez long, il y a pas mal de variables identiques, etc. Donc là, la différence, c'est que j'avais des x, y, z, alors que là, c'était x', y', z'. D'un côté, j'ai lambda, de l'autre côté, j'ai mu. On peut très bien, comme j'avais dit, prendre x1, y1, z1, et ici, x2, y2, z2. C'est tout à fait possible également, en prenant ici grand x1 et ici grand x2. Donc après, chacun fait comme il veut, mais la méthode, de façon pour montrer que c'est linéaire, est quasiment toujours la même. Il faut aussi que je montre que c'est 2R3 dans R3, c'est-à-dire que l'espace d'arrivée c'est R3 et que l'espace de départ c'est R3 et que l'espace d'arrivée c'est R3. Que l'espace d'arrivée soit R3, c'est ça qu'il faut montrer, parce que l'espace de départ soit R3, ça c'est évident, puisqu'on dit que c'est U de x, y, z. Donc l'antécédent
c'est x, y, z, donc c'est bien un élément de R3. Au niveau de l'image, je vois que c'est aussi un élément de R3, parce que ça appartient à R, ça appartient à R, ça appartient à R, et comme j'ai 3 coordonnées, c'est dans R3. Donc là, je ne l'écris pas parce que c'est évident, mais on peut dire que U est une application de R3 dans R3. Donc au final, U est une application linéaire de R3 dans R3. On en déduit que U est un endomorphisme de R3. Je mets juste endo pour endomorphisme. Voilà. Mais c'est ça les deux conditions qu'il faut pour montrer que c'est un endomorphisme, que ce soit linéaire, généralement il faut le faire le calcul que j'ai fait précédemment, et que l'espace de départ et d'arrivée sont les mêmes. Ici c'est évident, des fois c'est un peu moins évident, il faut le montrer par exemple pour des polynômes ou autres, ce qu'on verra dans d'autres vidéos, mais ici il n'y avait aucune difficulté particulière. Maintenant on va faire la deuxième question, qui est de déterminer le noyau, l'image et la matrice associée dans la base canonique. Alors, on va voir que si on connaît la méthode, ces questions peuvent se faire très simplement. Qu'est-ce que c'est que le noyau? Le noyau, c'est ce qu'on appelle ker pour kernel. Et ce qu'on sait, c'est que si un vecteur x appartient à ker de u, ça veut dire que u de x est égal à 0. Ça, c'est la définition d'un élément de ker de u, qui est un sous-espace vectoriel. C'est que l'image de cet élément, de ce vecteur, est égal à 0. Alors bien sûr c'est vecteur nul puisque c'est le 0 de R3 puisque l'image appartient à R3. Mais que u de x soit égal au vecteur nul, ça veut dire que ce vecteur est égal au vecteur nul. J'en déduis que je peux écrire u de x toujours en vertical puisque c'est beaucoup plus pratique. Et une fois que j'ai ça, je dis que c'est égal au vecteur nul, mais le vecteur nul, ses coordonnées, c'est 0, 0, 0. Donc là, plutôt que de l'écrire sous forme de vecteur, je l'écris évidemment sous forme de système, puisque si u de x, donc ce vecteur-là, est égal au vecteur nul, j'en déduis que la première coordonnée vaut 0, la deuxième également, et la troisième également. Et maintenant, je vois qu'il s'agit d'un simple système à résoudre, et donc je vais résoudre ce système. Donc là, il y a différentes possibilités pour résoudre ce système. On peut par exemple isoler le x ici. Donc là, j'ai x qui est égal à moins y, donc je vais remplacer tous les x par moins y. Donc là, ça me donne moins 2y moins z est égal à 0. Et ici, si je remplace le x par moins y, ça me fait moins 3y plus 2y, moins 3y, pardon, plus 2y est égal à 0. Là, je vois que la dernière équation est plutôt sympathique, parce que moins 3y plus 2y, ça fait moins y est égal à 0. J'enlève le moins directement, ça fait y est égal à 0. Et si y est égal à 0, d'après la première ligne, j'en déduis que x est égal à 0. Et si j'emplace le y par 0, ça fait moins z égale 0. Et si moins z égale 0, ça veut dire que z est égal à 0. Donc là, mon système se résout très facilement. J'ai directement x, y et z qui sont égaux à 0. Mais du coup, il faut que je réponde à la question en disant, finalement, quel est ker de u? Et bien, ker de u, c'est l'ensemble des vecteurs x tels que x, y et z valent 0, c'est-à-dire que la seule possibilité, c'est le vecteur nul. Le seul vecteur dont le x, y et z valent 0, c'est le vecteur nul. J'en déduis que ker de u est égal au 0 de R3. C'est-à-dire le vecteur nul, et je mets bien entre accolades, puisque c'est un espace vectoriel, donc c'est un ensemble. Donc voilà pour le ker de u. Maintenant, pour l'image de u, je peux, par exemple, utiliser le théorème Durand. Le théorème Durand me dit que la dimension de ker de u plus la dimension de l'image de u est égale à la dimension de l'ensemble de départ. En l'ensemble de départ, on sait que c'est R3, donc R3, comme il est de dimension 3, je peux dire que c'est égal à 3, donc je mets entre parenthèses ça, parce que c'est la dimension de l'ensemble de départ qui est égale à R3. Sauf que la dimension de ker de u, elle vaut 0, puisque ker de u, quand c'est réduit au vecteur nul, à ce moment-là, sa dimension vaut 0, donc 0 plus dim de in de u est égal à 3, donc finalement, j'ai la dimension de in de u qui est égale à 3. Et alors là, c'est plutôt simple, puisque in de u, alors il y a deux manières ici de calculer ce in de u. In de u, je sais que c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire que c'est un sous-espace vectoriel de R3. Donc j'en déduis que in de u est inclus
dans R3, parce que l'image est toujours un sous-espace vectoriel de l'ensemble d'arrivées. Sauf que la dimension de in de U est égale à 3, or le R3 est de dimension 3. Et là, je vais pouvoir utiliser une petite propriété du cours qui me dit que si A est inclus dans B et que dim de A est égal à dim de B, cela implique que finalement A est égal à B. C'est exactement le cas que j'ai ici, puisque j'ai in de U qui est inclus dans R3, or la dimension de in de U est égale à la dimension de R3, puisque R3 est de dimension 3. J'en déduis donc, avec ces deux éléments, que finalement, in de U est égal à R3. Donc voilà, pour trouver le im de U. Ici c'est très simple, parce que quand le quart de U est réduit au vecteur nul, à ce moment-là, l'image est tout simplement égale à l'ensemble d'arrivées. Bien sûr, ça c'est un cas particulier. De manière générale, c'est ce qu'on avait vu dans d'autres vidéos, pour déterminer l'image d'une application linéaire, j'utilise le théorème Durand pour trouver la dimension de l'espace, puis j'applique je trouve l'image des vecteurs de la base canonique pour trouver une base de im de U. C'est-à-dire que l'idée va être de dire que je vais faire U de E1, U de E2 et U de E3 avec E1, E2 et E3 qui sont les vecteurs de la base canonique. Alors ici, on n'est pas obligé de le faire parce qu'on a déjà trouvé que U de I était égal à R3, mais ça on va quand même le faire pour avoir par la suite la matrice de U dans la base canonique. Alors on rappelle que E1, E2 et E3, qui est les vecteurs dans la base canonique, à quoi correspond E1 E1, comme on est dans R3, c'est tout simplement le vecteur 1, 0, 0. E2, c'est le vecteur 0, 1, 0. Et E3, c'est le vecteur 0, 0, 1. Ça, c'est tout simplement les vecteurs de la base canonique de R3. Donc pour calculer U de E1, je vais remplacer ici x, y, z par les x, y et z de E1. Le x vaut 1, le y vaut 0, le z vaut 0. Donc si x est égal à 1, là, ça va me donner 1 plus 0, ça fait 1. Ici, x vaut 1, donc ça fait 2 fois 1 moins 0, ça fait 2. Et ici, le x vaut 1, y vaut 0. Donc 3 fois 1 plus 2 fois 0, ça fait 3. Donc voilà ce que je trouve pour U de E1. Pour E2, c'est le même principe, sauf que tout vaut 0, sauf le y qui vaut 1. Donc x vaut 0, y vaut 1, donc ça me donne 1. X vaut 0 et z vaut 0, donc ça va me donner 0. Et ici, x vaut 0, y vaut 2, donc ça va me donner 2. Donc voilà pour U de E2. Pour U de E3, même principe, sauf que c'est le z qui vaut 1. Z vaut 1, mais x, y vaut 0, donc ici ça me donne 0. X vaut 0 et z vaut 1, donc ça me donne moins 1. Et x vaut 2, x et y valent tous les deux 0, donc ça me donne 0. Donc voilà ce que je trouve comme vecteur U de E1, U de E2 et U de E3. À partir de ces vecteurs, je peux faire deux choses. Je peux faire la matrice de U dans la base canonique et je peux déterminer aussi l'image de U. Alors, on va d'abord faire la matrice dans la base canonique et puis après on reviendra très rapidement sur l'image de U, parce que ici c'est secondaire, parce qu'on l'a déjà déterminé. Pour déterminer la matrice de U dans la base canonique, donc on va appeler grand A, cette matrice, et là c'est tout simplement à droite la base de départ, donc la base de départ ici c'est la base canonique, donc E1, E2, E3, et l'image ici, puisque grand A c'est la matrice de U, et bien j'ai tout simplement ici les images de cette base-là. C'est-à-dire qu'ici j'ai U de E1, là j'ai U de E2, et là j'ai U de E3. Ici, comme j'exprime la matrice de U dans la base canonique, je peux directement mettre ces vecteurs-là en colonne, puisque là c'est différent si j'appliquais la matrice de U de la base canonique dans une autre base, mais ici comme je suis dans la base canonique, ces vecteurs ces coordonnées sont les coordonnées de des U de 1 dans la base canonique, donc j'en déduis que U de 1 comme c'est 1, 2, 3, et bien là je mets tout simplement 1, 2, 3. U de 2 c'est 1, 0, 2, donc là j'ai 1, 0, 2. U de 3 c'est 0, moins 1, 0, donc je mets tout simplement 0, moins 1 et 0.
Ici, il n'y a aucune difficulté dans le sens où c'est les matrices de U dans la base canonique. Donc c'est-à-dire que je calcule les images et les vecteurs que je trouve, je les mets dans la matrice. On verra dans d'autres vidéos la particularité si j'exprime les images dans une autre base que la base canonique. À ce moment-là, il y a un petit peu plus de calcul à faire. Mais ici, ce n'est pas du tout le cas. Quand c'est dans la base canonique, il y a juste à mettre en colonne les vecteurs que j'ai trouvés. D'où l'intérêt aussi d'écrire les U de EI, non pas en ligne, mais en colonne, puisque c'est ceux-là qui formeront les colonnes de la matrice. Et petite subtilité, c'est que si je regarde en horizontal, je retrouve normalement les coordonnées ici. Ça c'est X, ça c'est Y et ça c'est Z. Donc si je regarde la première ligne, ça me donne X plus Y plus 0Z. En effet, j'ai bien X plus Y. Là, c'est 2X plus 0Y moins 1Z. Donc là, je retrouve bien 2X moins Z. Et ici, 3X plus 2Y plus 0Z. 3X plus 2Y plus 0Z. Ça correspond bien. Donc voilà pour répondre à la matrice de U dans la base canonique. Et enfin, pour conclure, l'image, donc comme on l'a vu, l'image de U c'est R3, hein, donc ça, on n'a pas besoin d'aller plus loin, mais si jamais on n'utilise pas la petite technique que j'ai montrée ici, ce qu'on peut dire, c'est que U de E1, U de E2, U de E3, donc que je vais appeler les vecteurs V1, V2, V3, par exemple, on peut dire que V1, V2 et V3, ça c'est égal à vect de in de U, enfin plutôt que in de U est égal à vect de ça. C'est-à-dire que vect de V1, V2, V3 est égal à in de U. Pourquoi? Parce que V1, V2, V3, ce sont les images de la base canonique, et on sait d'après le cours que les images de la base canonique forment une famille génératrice de l'image de U. Donc, la famille V1, V2, V3 est génératrice de in de U. Pour savoir si c'est une base de in de U, il faut que je sache si cette famille est libre ou non. Pour savoir si une famille est libre ou non, ça je vous invite à aller voir les autres vidéos correspondantes pour avoir les détails. Je ne vais pas revenir dessus, mais ici, il faudrait faire une combinaison linéaire telle que lambda V1 plus mu V2 plus gamma V3 est égal au vecteur nul. Et on montrerait que, en effet, ces trois vecteurs sont bien libres. Mais si ces vecteurs sont bien libres, j'en déduis que V1, V2, V3 est une famille génératrice est libre de in de U, donc c'est une base de in de U. Ça c'est la première méthode qui est un petit peu longue parce que ça fait intervenir le fait que c'est libre. Donc de manière encore plus simple, je vais dire que cette matrice est génératrice, enfin cette famille pardon est génératrice, or la dimension de in de U d'après le théorème Durand, on a vu que c'était égal à 3. Donc si je trouve 3 vecteurs libres de in de U, j'en déduirais que c'est bien une base de in de U. Or ici j'ai trois vecteurs générateurs qui appartiennent à in de U. Je pourrais montrer que c'est libre, mais de toute manière, on pourrait montrer que c'est bien libre et génératrice, donc j'en déduis que finalement in de U, enfin que V1, V2, V3 est une base de in de U. Donc V1, V2, V3 est une base de in de U. Voilà. Et donc, in de U, on peut laisser in de U égale vec de V1, V2, V3, c'est également bon. Donc voilà l'idée de ce genre d'exercice. On verra dans d'autres vidéos plus précisément le noyau et l'image. Donc là, on se concentrera plus sur les petits calculs qu'on a fait précédemment, parce que ici, le noyau, c'était le vecteur nul, mais des fois, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, on verra comment se débrouiller dans ce genre de cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé d'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les endomorphismes. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.